grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Avant-hier, je suis revenu à la maison, je vis un de mes petits qui rentrait de l'hôpital. Il dit, je viens d'être piqué de la piqûre. En fait, quand il a dit ça, aussitôt j'ai sursauté. En fait, j'ai pensé à moi. Être piqué de la piqûre. Oui, parce qu'il a été piqué, on l'a fait un prélèvement. Il fallait faire un examen. Et il rentre, il dit à ses frères et sœurs, je viens d'être piqué par la piqûre. Du coup, j'ai pensé à Moïse Katumbi. J'ai dit, ah, donc, mon petit de 10 ans a la même réflexion que Moïse Katumbi. Parce que, quand on réfléchit, chacun réfléchit dans sa langue. Par exemple, je suis en train de réfléchir d'abord à l'Ingala, parce que c'est la première langue que j'ai apprise. Et après, je suis en train de faire une traduction littérale en français. Vous voyez? Non, mais il parle une langue qui avoisine le français. Je ne sais pas, il parle quelle langue. Il parle très mal l'anglais et le français chaotique. Et je vis son professeur de français, Pichi Banda, que je salue, je l'aime beaucoup, le vieux Pichi Banda. Il passe à la télé parce que je sais que Moïse lui a donné quelque chose. Il dit, Moïse Katumbi, c'est mon élève. Je l'ai enseigné en 4e, 5e et 6e. Vous savez, lorsque vous avez enseigné un élève idiot, vous avez honte même de vous vanter de l'avoir enseigné. Ce qui m'a étonné, Pichi Banda est en train de se vanter d'avoir enseigné Moïse Katumbi. Et puis, de surcroît, son professeur de français. Il doit avoir honte d'avoir enseigné un élève de cette manière. D'abord, pour avoir Kadima à la tête de la CENI, nous avons perdu 9 mois. Nous sommes à 9 mois des élections et demandons que la CENI soit récomposée. Ça suppose que nous devons passer une année dans les tractations pour désigner et recomposer cette CENI. Allons-nous respecter les délais constitutionnels? Non. Donc, les PPRD n'ont pas besoin d'élections purement. Ils exigent une loi électorale qui rassure toutes les parties prenantes. Je pense que les gens du PPRD, parmi eux, il y a des législateurs. Ils savent toute la tournure qui prend une loi. De sa proposition jusqu'à son adoption. Les débats qu'il doit y avoir, et au niveau de l'Assemblée nationale, et au niveau du Sénat, jusqu'à la promulgation de la loi, c'est quand même du temps. Alors, énormément de temps. Je pense pour la loi électorale, nous avons fait, si ma mémoire est bonne, dans des tractations, nous sommes allés à... Okapi Congo Service. Pour vos démarches d'actes de naissance, jugement supplétif, casier judiciaire et acte de mariage, contactez Okapi Congo Service au 07 58 12 18 04. Okapi Congo Service, Ponako Salisaba acte de naissance, jugement supplétif, casier judiciaire, P acte de mariage, Benga Okapi Congo Service na 07 58 12 18 04. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Merci de rester branchés sur Yeba TV, spécialement sur cette émission Éveil patriotique, où nous discutons sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. Nous sommes avec notre confrère Héritier Ngachi sur ce plateau, avec qui nous allons discuter des questions de l'ère. Héritier, bonjour. Bonjour, monsieur Shadrack Lowolo. Merci pour l'invitation. C'est une marque d'honneur, mais aussi des considérations que vous cessez de témoigner envers ma personne. Et je vous suis très reconnaissant. Je reste persuadé que nous allons faire un bon échange qui permettrait aux Congolais de comprendre la marche de leur pays. Très bien. Héritier, nous allons commencer avec l'actualité de Mbujimayi. Oui. Mais avant de commenter sur cette actualité, j'ai pris à Steve Konde de nous balancer une vidéo où nous suivons la déclaration du ministre de l'Essou, Moïndo Nzangi. Après, nous allons revenir pour les commentaires.
vraie formation aux Congolais, puisqu'il y en a qui ont la joie d'annoncer des chiffres, parfois pas ça tenir compte de la réalité. Ceux qui veulent avoir des informations, il faut qu'ils se forment à la source avant de pouvoir les passer. Et là, je m'adresse à vous, journalistes, parfois vous colportez des informations qui ne sont pas vraies. Les travaux de Bujimaï qui concernent les auditoires, les homes, l'électricité, il y aura 35 000 mètres à aménager en termes de terrain, en termes de ceci. Ça va coûter au total 17 millions de dollars. Et l'entreprise avec laquelle nous avons signé un contrat, donc qui a gagné les marchés, préfinance les travaux. Tout ce qu'on a dit qu'il y a 42 millions de dollars qui ont déjà été décaissés, c'est des faussetés. Ils préfinancent les travaux, ils nous soumettent des factures, nous validons des factures et nous amorçons la procédure de paiement des factures qui ont été faites. Pour ce qui concerne par exemple les travaux de l'université de Bujimaï, jusque-là, la République démocratique du Congo n'a déboursé que 18% du montant total. Et ces 18% représentent effectivement les travaux qui ont déjà été faits. Mais pour le reste, les travaux vont coûter au total 17 millions de dollars. Et c'est des travaux qui sont préfinancés. Voilà, héritier, pendant qu'on parle d'un détournement de 42 millions sur la toile, nous voyons le ministre de l'Essou qui est sorti pour expliquer à la population congolaise qu'il s'agirait plutôt d'un fonds de 17 millions qui a été décaissé par les ministères. Et on parle d'un préfinancement à hauteur de 3 millions. Ouais. Quel est Je note que je demande à ces gens-là d'avoir du respect et de la considération au peuple congolais. Parce que j'ai comme l'impression qu'ils veulent gérer la République comme un conglomérat de féticheurs. Parce que dans un conglomérat de féticheurs, chacun dispose de son secret. Chacun a ses règles, chacun son protocole, chacun ses principes. Nous ne sommes pas dans une secrétocratie. Nous sommes dans une république démocratique. Et dans une république démocratique, l'information, le droit à l'information est sacré. L'article 24 de la Constitution est clair là-dessus. Nous devons connaître combien d'argent est déboursé pour les services du peuple congolais. Les universités qu'on construit, les bâtiments qu'on est en train d'aménager, les auditoires, les homes, on le fait pour le peuple congolais. Et nous avons les droits de connaître combien est déboursé, qui a gagné les marchés, est-ce que le contrat, la passation des marchés s'est faite régulièrement selon les règles, est-ce que qui est le maître d'ouvrage, qui est le maître d'exécution, c'est pour combien de temps ces travaux. Et nous sommes censés connaître toutes ces informations parce qu'elles nous concernent en tant que peuple. L'argent qu'on débourse, ce n'est pas l'argent du ministre. Ce n'est pas l'argent de XY, c'est l'argent des contribuables congolais. Nous avons le plein droit de connaître combien a été déboursé pour ces universités. Quand j'entends le ministre dire que, d'abord, il y a plusieurs chiffres, ça nous met en doute, une contradiction allant de l'ordre des 30%, parce que le ministre a estimé que les travaux coûteraient 17 millions de dollars. Sur les 17 millions de dollars, c'est pour la construction des homes, des auditoires, l'électricité, mais aussi l'aménagement des 35 000 mètres. Il dit pour l'ensemble de ces travaux, c'est 17 millions de dollars. Sur les 17 millions de dollars, l'argent a été préfinancé. Donc l'entreprise qui a gagné les marchés a préfinancé ces travaux à l'auteur de 18%. Et les travaux qu'il a remarqués sont pas en contradiction, corroborent avec les chiffres de 18%, soit 3 millions de dollars. Mais quand j'écoute Mme Isabelle Kibassa, qui du reste est proche du chef de l'État, qui est une des collègues du chef de l'État, dit que les travaux auraient coûté 47 millions de dollars, 42 millions de dollars. Vous prenez 40 millions de dollars, 17 millions de dollars, regardez la différence. C'est à peu près 25 millions de dollars. Qui dit vrai? Or, quand nous regardons dans les finances publiques, nous avons l'autorité d'engagement, nous avons l'autorité d'ordonnancement, nous avons l'autorité de liquidation et l'autorité de paiement. Les ministres des tutelles et l'autorité d'engagement, celui qui engage son ministère, qui engage le contrat parce que c'est dans son domaine de service. Et nous avons une autorité d'ordonnancement qui est le ministre du budget, après l'autorité de paiement qui est bien entendu le ministre des Finances, suivi de la Banque centrale qui est l'autorité de liquidation. Comment dans la chaîne de dépenses, pour un seul travail, vous vous souvenez-vous, pour un seul travail, plusieurs chiffres.
Chacun dit des chiffres à sa manière. Nous sommes dans une sorte de conglomérat de féticheurs où chacun ses secrets, où ça devient inquiétant. Nous devions voir les mêmes chiffres. La transparence dans la gestion des projets traduit, bien entendu, les séries de l'équipe gouvernementale. Quand le ministre estime 7 millions, Madame Isabelle nous dit 42 millions, à qui devons-nous se fier? À quel ange devons-nous nous fier? Ça nous met dans une sorte d'incertitude et de confusion qui ne dit pas de son nom. Et dans tout ça, on a comme l'impression qu'il y a des gens qui ont des idées mesquines de détourner l'argent. Parce que quand il n'y a pas de vérité, quand il n'y a pas de certitude, c'est un environnement propice pour toute forme de détournement. Et j'ai comme l'impression que dans ces flous entretenus, il y a des gens animés de mauvaise foi qui veulent dilapider l'argent de l'État comme ils en ont l'habitude. L'argent de l'État dilapidé, héritier, mais qu'est-ce qu'il faut finalement comprendre? Parce que les auteurs des détournements, ils sont au service de l'État. Ce sont des agents connus. Oui. Mais pourquoi la justice ne fait peut-être pas son travail? Il y a un sérieux problème dans le secteur judiciaire. Vous savez, d'abord, il y a un problème d'adaptation de nos lois. Moi, je pense que nos lois sont tombées en désuétude. Elles ne corroborent plus avec notre réalité parce qu'on légifère pas pour légiférer. On légifère pour répondre à un besoin social. La justice, c'est un besoin. Et c'est un besoin fondamental, comme le besoin de manger, le besoin de se vêtir, le besoin d'avoir un logement. Les Congolais doivent aussi avoir à l'esprit que la justice est un besoin comme tous les autres besoins. Et d'ailleurs, la justice est un besoin fondamental. Sans la justice, vous êtes dans une société en désordre. Une société qui évolue à la 6-4D, vous êtes vraiment dans un état des jungles. La justice permet de remettre les choses dans l'ordre. Et quand vous ne travaillez pas suffisamment pour qu'il y ait une justice distributive, pour qu'il y ait une justice qui assure l'équité, qui incite l'égalité, la conséquence c'est que nous sommes dans une jungle, une société où les gens passent sans dessous, ci-dessous, c'est compliqué. Les problèmes, nous avons un problème des textes, nous avons un problème de l'administration judiciaire qui impétrait de gens qui n'ont ni qualité ni compétence. Certaines personnes qui sont au niveau de la magistrature l'ont été alors qu'ils étaient des étudiants. Je connais des gens, il est étudiant en faculté de droit, on l'a nommé procureur. Parce que bien entendu, le clientélisme, les trafics d'influence, le népotisme et toutes ces antivaleurs avaient élu domicile dont le chef du pouvoir passé. Il y a un problème de la prise en charge des magistrats qui pose problème. Vous êtes magistrat, vous êtes payé une somme de misère qui vous expose à toute forme de corruption. Et quand, dans un dossier aussi gité comme celui-ci, où on parle des millions, et qu'on peut donner 1 million à un magistrat, soyez rassurés qu'il va donner, il va prendre un verdict justement en faveur des criminels. Donc, il y a un souci de nos magistrats qui sont exposés, qui sont dans des conditions qui ne leur assurent pas un minimum de survie. Et de ces points de vue, ils sont à la disposition de toute forme de criminels. Donc, des réformes en profondeur dans le secteur judiciaire, la prise en charge de nos magistrats, mais aussi la numérisation de notre administration judiciaire. Vous savez que quand vous êtes ici, par exemple à Kinshasa, et que vous fouillez, vous allez au Bas-Congo, vous n'êtes pas criminel. La justice n'a aucun moyen de savoir que le monsieur qui vient de se déplacer ici est un fugitif, recherché par la justice. À moins qu'on émette un mandat d'arrêt pour qu'on vous suive là-bas. Donc, même la question de la numérisation de l'administration judiciaire. Plusieurs fois, il y a des gens qui sont à Makala, qui font 2 mois, 3 mois et après ils sortent. Parce que tout simplement, la famille négocie avec... comment on appelle les gens qui sont au niveau de l'administration judiciaire, les huissiers, je crois les huissiers, non, les gens qui travaillent dans l'administration judiciaire, les greffiers, allais-je dire. Qu'est-ce qu'on fait? Ce sont les greffiers qui alignent le dossier au niveau du tribunal. Quand les dossiers quittent les parquets, on transmet, qu'on appelle requête aux fins de fixation d'audience, c'est les greffiers qui fixent au tribunal. Mais que font les gens? Ils négocient avec les greffiers retirent le dossier dans la greffe. La conséquence, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en prison qui n'a pas de dossier. C'est-à-dire qu'il suffit seulement de retirer un dossier de l'administration judiciaire pour qu'un criminel passe pour un innocent. Il y a un sérieux problème de la numérisation de l'appareil judiciaire, alors qu'il y a des applications e-government qui permet bien entendu de centraliser toutes les informations en matière judiciaire. Ça nous permettrait de nous éviter des cas de fugitifs, des gens qui tuent à Massina, il quitte Massina, il va à Gitambo, il devient clean, parce qu'il n'a pas de charge, il n'y a personne qui peut bien entendu les poursuivre. Sauf si les gens qui sont victimes
savent ou apprennent que la personne, les criminels, s'est déplacé pour aller le suivre là-bas. Donc nous avons un sérieux problème de l'administration judiciaire. Il faut qu'on fasse des réformes nécessaires, mais aussi, dernière chose, la sanction. La sanction ne suit pas. C'est ce qui est dommage. Je n'ai jamais vu un procès en République démocratique du Congo en matière flagrante de corruption des magistrats. Si les magistrats ne sont jamais sanctionnés, je n'ai jamais vu un magistrat qui est condamné pour avoir été corrompu. Parce que l'infraction de corruption est une infraction duale. Il y a les corrupteurs et il y a les corrompus. Celui qui corrompt le magistrat est un corrupteur et celui qui est bien entendu bénéficiaire de cette corruption est lui aussi en train de faire une corruption passive. Mais je n'ai jamais vu un magistrat être condamné. Si les magistrats ne sont pas condamnés, s'ils ne peuvent pas aller en prison pour des faits de corruption, alors soyez rassurés, ils sont dans une impunité garantie. Et l'impunité garantie est la sœur jumelle de la corruption et des antivaleurs. Cette question des sanctions héritiers, elle est vraiment très très importante. Pourquoi? Parce que le constat est que la plupart des projets de la République est lié à des affaires de détournement. Oui. Mais malheureusement, les individus pointés, les gens qui sont concernés par ces détournements, finalement, ils sont en train d'errer librement dans les pays et il n'y a aucune sanction. Les finances, l'argent est un pouvoir. Les gens luttent pour avoir de l'argent pour justement dominer les autres. Si vous laissez l'argent, alors chacun prendrait le gros du lot. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut sécuriser, il faut renforcer les mécanismes de contrôle de l'argent a priori et a posteriori. Il y a les contrôles politiques qui doivent être exercés par les parlements. Mais regardez l'état de notre parlement. Vous savez, les gens qui ont été élus députés et sénateurs, certains ne savent même pas leur mission, leur rôle. Les contrôles politiques est biaisé. Les contrôles administratifs, avec l'IGF, c'est bon, il y a un grand travail qui est en train d'être abattu. Mais malheureusement, le contrôle judiciaire qui est la sanction. Parce que lorsque le contrôle politique a échoué, le contrôle administratif a échoué, c'est le contrôle judiciaire qui remet tout, qui remet la pendule à l'air. Mais quand vous avez l'appareil judiciaire boiteux, un appareil judiciaire titubant, un appareil judiciaire qui est en train, bien entendu, de errer dans tous les sens, et un appareil judiciaire faible, avec des magistrats pas consciencieux de leurs responsabilités, alors les finances publiques sont à la merci de tous les criminels. Vous savez que l'argent de l'État congolais est facile à consommer, que même l'argent des féticheurs. Parce que l'argent des féticheurs, on donne des conditions. On vous dit, il faut faire ceci, il y a des règles. Mais l'argent du contribuable congolais, si tu le voles, il suffit seulement d'avoir un magistrat, il suffit d'avoir un général, il suffit d'avoir un procureur, et tu manges l'argent calmement sans être inquiété. Du moment où la sanction, l'appareil judiciaire continue à errer dans les dysfonctionnements, soyez rassurés, les gens n'auront pas peur de toucher à l'argent de l'État congolais. Tous les projets qui devaient se solder par de réussite, se soldent par des procès. Donc quand vous avez un projet en République démocratique du Congo, soyez rassurés qu'à l'issue de ces projets, il y aura un procès. Et malheureusement, des procès qui n'aboutissent à rien du tout parce que l'appareil judiciaire est encore empêtré par toutes formes de corruption. Vous avez des gens qui ont sans personnalité, qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas de dignité, capables de se faire corrompre même pour 1000 $. Très bien, Richie, nous allons revenir sur la question de corruption, de détournement, parce qu'il y a tellement de dossiers, on ne saurait épuiser tous ces dossiers aujourd'hui. Oui. Nous passons au deuxième sujet de cette émission. Hier, s'est tenu un congrès du PPRD, oui, où nous avons suivi plusieurs déclarations, notamment de leur secrétaire général, Emmanuel Chadari. Le PPRD s'est dit, premièrement, non concerné par les opérations d'enrôlement en cours. Oui. Qu'est-ce que cela implique? Je suis tellement content de leur décision. C'est une décision qu'ils ont prise en toute souveraineté de ne pas participer au processus électoral. L'UDPS en connaît quelque chose. En 2006, l'UDPS avait refusé de prendre part au processus électoral. Malgré ça, nous avons eu une constitution. Malgré ça, les élections ont eu lieu, plusieurs fois d'ailleurs, jusqu'à ce que l'UDPS se rende compte que la politique de la siège vide, du siège vide ne paye pas. Et donc, le PPR devait jouer aussi à cette stratégie de jouer, de refuser tout, mais malheureusement, ils n'ont pas les ressources nécessaires. L'UDPS avait une masse, l'UDPS drainait des foules, l'UDPS avait de la cranche dans l'opinion. Mais le PPRD, c'était un parti politique des cadres qui n'a pas ambition de diriger le pays, mais qui avait seulement ambition de protéger un pouvoir acquis par la rébellion.
C'est ça la différence. L'UDPS avait vocation de prendre le pouvoir, de diriger le pouvoir. Parce que on le définit, il y a certains auteurs qui disent qu'un parti politique se différencie d'un groupe de pression parce qu'un parti politique exprime clairement ses ambitions de diriger, de prendre le pouvoir, de l'exercer seul ou avec les autres. Or, le PPRD n'avait pas ambition de diriger le pays. Le PPRD est venu tout simplement protéger un pouvoir déjà acquis par les armes. Vous voyez la différence? Maintenant, ils ont quitté le pouvoir, ils ont basculé dans l'opposition, ils n'ont ni les ressources nécessaires pour justement faire prévaloir leurs revendications. Je pense que c'est un amusement qui ne dit pas son nom, c'est ridicule pour le PPRD. Ils pensent que s'ils refusent de participer au processus électoral, les trains des élections va s'arrêter. Pas du tout. Nous allons jusqu'en 2023, ces trains ira justement juste à la gare. Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas participer au processus électoral, c'est leur droit. Vous savez que le vote est un droit, mais ce n'est pas une contrainte. Il faut que les Congolais le savent. Les votes est un droit, mais ce n'est pas une contrainte. Vous pouvez renoncer à votre droit. L'UDPS avait renoncé à son droit de participer au processus électoral. Malgré ça, le pays avait avancé. Donc le PPRD, qui n'a que, je pense, quelques 10-15 cadres avec Joseph Kabila, s'il décide de quitter ou de ne pas participer au processus électoral, c'est une bonne chose pour nous. C'est un coup de paix dans l'eau parce que finalement, il ne représente rien dans l'opinion publique. Donc c'est une sortie maquée. Moi, je pense qu'il devait se taire. Ce qui m'étique dans cette déclaration du secrétaire général du PPRD, c'est qu'il dit que le PPRD n'est pas concerné par les opérations des élections et d'identification, mais dans notre temps, il demande à ce que les élections puissent avoir lieu en décembre 2023. Et c'est d'abord, en parlant du processus électoral, il y a des opérations préélectorales, post-électorales et les élections électorales. L'enrôlement est une opération préélectorale. Parce que c'est la condition sine qua non pour aller aux élections. Vous n'irez pas aux élections si vous ne faites pas enrôler. L'enrôlement permet d'avoir non seulement, comment on appelle ça, c'est vraiment la base. Ça vous permet d'avoir la base électorale. La base électorale permet de calculer le nombre de sièges. C'est vraiment tout ce qui détermine le reste du processus électoral. Ça vous permet d'avoir l'électorat. En fait, c'est ça, c'est le concept technique. L'électorat. L'électorat pour les élections de 2018, c'était 40 millions de Congolais qui se sont fait enrôler. À partir de ça, c'est l'indicateur qui permet même de justifier les résultats. Tel a gagné, tel n'a pas gagné. Parce que vous avez une base. La base électorale, c'est l'enrôlement. Le PPRD décide de ne pas être concerné par les processus d'enrôlement, mais demande quand même les élections. Mais les élections, c'est la conséquence de l'enrôlement. S'il n'y a pas d'enrôlement, il n'y aura pas d'élection. Vous voyez la contradiction. J'ai comme l'impression que notre frère Chadari, avec tout ce qu'il a rencontré par le passé, Finga Mama Nayo, tout ça, je pense qu'il doit avoir un sérieux problème psychologique mais qui exige, bien entendu, qu'il passe dans un service d'hospitalisation parce que je sens de la contradiction entre sa personne, sa propre personne, chef de travaux, j'ai même dit j'ai appris qu'il est doctorant à l'université, chercheur, chef d'un parti politique. Il a une contradiction entre les valeurs qu'il croit, qu'il est censé défendre, et ses paroles. Dans ses paroles, vous sentez un homme ordinaire qui n'a pas de contenu, qui n'a pas de substance. Et c'est ce qui me malheureux. Moi, je pense aussi, ça peut être aussi dans la stratégie du PPRD. Le PPRD n'a pas ambition d'aller aux élections parce qu'ils n'ont pas... ils ont un bilan. Et ce bilan, c'est un cadavre. Et le Congolais, à chaque fois quand il voit Kabila, il pense à ses bilans. À chaque fois qu'il voit Kabila, il repense à ses bilans. Je ne pense pas que le PPRD prendrait ce risque d'aller affronter le peuple à travers les élections. Ainsi, pour monter les enchères, créer une situation de chaos, et il continue, bien entendu, à donner des prétextes fallacieux. Mais la réalité, le PPRD ne participera pas aux élections parce qu'il n'est pas prêt. Ils ont un bilan macabre, un bilan mitigé. À chaque fois qu'ils viendront dans ces rendez-vous avec le peuple, on se souviendra que Kabila a vendu 155 millions d'hectares du peuple congolais. 155 millions d'hectares du peuple congolais, ça représente 65% parce que la surface forestière représente 65% de l'étendue du Congo. C'est le 65% de l'étendue du Congo, Kabila en a vendu 60%. Soit 155 millions d'hectares
qu'il a vendus avec des contrats forestiers léonais et ainsi de suite. Donc on sait que Kabila a vendu une partie du pays et si on le donnait, on accorderait à ces pôles la possibilité d'exercer le pouvoir, ils vont liquider les restes du pays qui est entre nos mains. Deuxième point de cette sortie médiatique, héritier, je vais ici citer, le secrétaire général dit que nous irons aux élections pour balayer la dictature de Tshisekedi. Oh là. Nous irons aux élections pour balayer ces régimes tribalistes corrompus. Oui. Nous irons aux élections pour faire partir les voleurs au pouvoir. Corrompu. Je commence d'abord par ce régime tribaliste. S'il y a un régime tribaliste dans ce pays, c'est celui des Kabila. Vous savez qu'à un certain moment, avec Matata Ponyo, nous avons eu 4 ministres issus du Maniema. Un tribalisme à outrance. Alors que la loi, la constitution, interdit le tribalisme. Nous encourageons la géopolitique. Mais sous le régime de Kabila, nous avons eu un premier ministre d'Imaniema et qui avait dans son équipe gouvernementale 4 ministres à 5 ministres d'Imaniema du même coin, de la même province, s'il vous plaît, alors qu'on en a 26. Ça, c'est le tribalisme en outrance. Sous le régime de Kabila, parlant du tribalisme, nous savons que la langue qui est courante au sein des FARDC, c'est le Lingala. Mais on l'a remplacé par les Swahili. Dans le service, dans l'administration publique, c'était les Swahili. Aller au ministère des Affaires étrangères, on parlait Swahili pour avoir accès. C'était partout. On nous a imposé le Swahili comme s'il y avait que le Swahili comme langue nationale ici en République démocratique du Congo. C'est ça le tribalisme. Ici avec Félix Tshisekedi, nous n'avons jamais suivi, moi je parle dans l'administration publique, nulle part vous entendez les gens parler s'exprimer en Tchoulouba, ni dans son cabinet, ni dans l'administration publique. Nous sommes dans un pays véritablement où le tribalisme est vaincu par le chef de l'État. Son entourage est constitué des Congolais de toutes les ethnies, de toutes les tribus de la République démocratique du Congo. L'équipe gouvernementale incarne la représentativité de toutes nos souches sociales, de toutes nos souches ethno-tribales. Donc ça montre que c'est un discours, je dirais, un peu alambiqué, un discours ibouesque qui traduit non seulement la honte, mais aussi le désespoir de ces partis politiques. Il parle de la corruption. Plus corrompu que le régime de Kabila n'existait pas. Vous savez que la GECAMINE avait 129 entreprises connexes. La GECAMINE, 129 entreprises connexes. Kabila les a toutes liquidées, les unes après les autres. Toutes! Aujourd'hui, la GECAMINE, nous sommes en train de nous battre pour la récupérer. Elle n'est plus entre nos mains. Elle est entre les mains des amis de Kabila, avec le contrôle léonais. C'est sous ces régimes que nous avons pris une famille extrêmement riche qui est venue ici avec des bottes à caoutchouc. Au bout de quelques années, ils sont devenus milliardaires. Je suis allé ici, vous allez vers Menkaou, vous apprendrez que 60 000 hectares concession de Mama Sifa, 50 000 hectares concession de la fille de Kabila, et ainsi de suite. Ils se sont partagés les Congos comme s'ils étaient en train de se partager un gâteau d'anniversaire, chacun avec son coin et chacun avec sa fourchette. Donc, quand on parle de la corruption, je vois Kabila parce qu'il a incarné véritablement la corruption, donc ils n'ont aucune leçon à nous donner. Nous sommes ici avec la justice qui est en train, bien entendu, de tituber. Nous avons l'administration de l'IGF que nous avons fait renaître et descendre. L'IGF existe depuis 1987. Elle est plus âgée que moi. Moi-même, je ne la connaissais pas. C'est maintenant que je viens de me rendre compte qu'il y avait une inspection générale des finances. Parce que véritablement, Félix a voulu activer les mécanismes de contrôle des finances de l'État, assainir la gestion des finances publiques. Nous avons la Cour des comptes qui n'a jamais fonctionné depuis tout ce temps-là. Or, c'est un mécanisme constitutionnel prévu pour faire les contrôles administratifs des finances qui n'existait pas véritablement. Kabila a tout fait pour détruire tous les mécanismes de contrôle parce que lui-même aussi était concerné par les pillages, les bradages de nos minéraux, mais aussi les détournements systématiques de nos richesses. Une dernière chose, Kabila a fait entre, je crois, 2012 en 2018, c'est le dernier coup, Kabila a demandé qu'on fasse ce qu'on appelle les avances fiscales. On a payé des avances fiscales de la GECAMINE de l'ordre de 680, je crois 6 millions, je crois 6 millions. Cet argent est venu ici, logé dans des comptes privés, en attendant que cet argent soit transféré à la Banque centrale, mais il a pris une destination inconnue. On nous apprenait que des gens se sont promenés avec des valises contenant des millions et des millions de dollars pour
le faire quitter le territoire congolais. Ça, c'est le dernier coup que Kabila a donné à notre pays. Quand vous regardez sa gestion, vous vous rendez compte que ce monsieur était venu ici pour véritablement piller. Je me souviens de Léopold D, qui n'avait pas d'amour pour ce pays, pas de compassion. Il est venu soi-disant pour nous humaniser, alors qu'il est venu pour piller les ressources. Kabila fait la même chose. Il est venu véritablement pour piller et faire les commerces. Il a fait ce commerce. Ainsi, il est propriétaire de beaucoup d'entreprises, de beaucoup de commerces qui foisonnent de l'argent pour lui et pour sa famille. Héritier, le PPRD a fixé certaines conditions avant d'aller aux élections. Oui. Voilà, je vais citer, il dit qu'il doit y avoir une CENI consensuelle et inclusive. Regardez la durée, pour montrer que ces gens sont en train de s'amuser, ils n'ont pas besoin d'élection. Ils veulent qu'une CENI soit consensuelle. En ces moments, ça demande la recomposition de la CENI. D'abord, pour avoir Kadim à la tête de la CENI, nous avons perdu 9 mois. Nous sommes à 9 mois des élections et demande que la CENI soit recomposée. Ça suppose que nous devons passer une année dans les tractations pour désigner et recomposer cette CENI. Allons-nous respecter les délais constitutionnels? Non. Donc, les PPRD n'ont pas besoin d'élections purement. Ils exigent une loi électorale qui rassure toutes les parties prenantes. Je pense que les gens du PPRD, parmi eux, il y a des législateurs. Ils savent toute la tournure qui prend une loi. De sa proposition jusqu'à son adoption. Les débats qu'il doit y avoir, et au niveau de l'Assemblée nationale, et au niveau du Sénat, jusqu'à la promulgation de la loi, c'est quand même du temps. Alors, énormément de temps. Je pense pour la loi électorale, nous avons fait, si ma mémoire est bonne, dans des tractations, nous sommes allés à jeter, on a refusé jusqu'à ce qu'on arrive à ces points-là. Toutes ces tractations nous ont coûté énormément de temps. Et ont eu un impact considérable sur la tenabilité des respects. Si en ce moment le PPRD nous demande de revoir la loi électorale, c'est clair, le PPRD refuse d'aller aux élections parce qu'il n'est pas prêt. Il n'en veut surtout pas parce qu'ils savent, en allant aux élections, ils seront sanctionnés. Et ils seront sanctionnés de manière, je dirais, la plus impitoyable. Une cour constitutionnelle impartiale. Je pense que les gens du PPRD connaissent comment est-ce que la cour constitutionnelle fonctionne, la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, mais aussi la Constitution de la République qui est claire en matière non seulement de désignation de juges, ils ont un mandat de 9 ans renouvelable tous les 3 ans, 3 sont tirés pour tous les 3 ans. Ce sont des b.a.-ba que les gens du PPRD sont censés connaître. Si on demande dans ces moments de faire du forcing au niveau de la Cour constitutionnelle, remanier, désigner d'autres juges, on violerait la Constitution. Et Félix Tshisekedi n'est pas violaire de la Constitution comme l'a été Kabila. Donc, si les PPRD veulent violer la Constitution, ils n'ont qu'à attendre le jour où ils seront au pouvoir. Mais je pense qu'ils ne seront plus au pouvoir jusqu'à ce que Jésus revienne. Voilà. Et enfin, les PPRD exigent qu'il y ait la sécurité dans l'ensemble du territoire national. Kabila a organisé les élections. On a organisé les élections en 2018. Une partie du territoire n'a pas voté. Au Maïndombe, il y a eu des problèmes. Au moment où on organisait les élections, au niveau des Béni et Béni territoire, on n'a pas organisé les élections parce que véritablement, il y avait insécurité dans cette partie. Mais ça n'a pas empêché que nous organisons les élections. Donc, tous qui sont en train d'avancer, ce sont des prétextes fallacieux, ce sont des gens qui ne veulent pas des élections, qui sont en train de monter des enchères du jour au lendemain pour créer une sorte de cafouillage. Mais nous sommes décidés, déterminés qu'en 2023, nous allons renouveler notre confiance et au président de la République et à l'ensemble des institutions ayant des mandats électifs. Voilà, merci Héritier. 2023, je crois que c'est l'année électorale, donc nous allons suivre l'actualité à la loupe. Absolument. Pour pouvoir informer les Congolais parce qu'il y a des tractations par-ci, par-là. Oui. Donc nous sommes obligés d'être là pour informer les Congolais. Nous passons au troisième sujet, Héritier. Nous allons parler de Molendo Sakombi. Oui. Il paraîtrait qu'il y a une loi qui serait sur le point d'être validée. Et celui qui est à la base, l'auteur de cette loi, c'est le ministre Molendo Sakombi. Mais en bref, cette loi va permettre aux étrangers, d'acheter jusqu'à 10 000 hectares et de pouvoir conserver les propriétés achetées pendant plus ou moins 99 ans au lieu de 25 ans. Héritier, comment on peut interpréter cette... Je parle avec réserve
parce qu'il faut aussi reconnaître que si je ne suis pas en contact avec les informations, avec le document, je ne peux pas me permettre avec autant de vacuité et autant de légèreté de m'exprimer là-dessus. Mais en croire ceux qui ont lu ces projets de loi, je note qu'il est suicidaire, qu'il est diabolique, pour plusieurs raisons. La loi est non seulement qu'il est en contradiction avec la loi Bakajika, parce que la loi Bakajika consacre la souveraineté congolaise. Les terres, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Pourquoi? Parce que si la terre, les sols et les sous-sols appartiendraient aux individus, la conséquence est celle-ci, c'est que les réalités du moment ou l'évolution de la situation peuvent faire en sorte que l'État perde le contrôle sur son territoire. Or, un État s'exerce sur un sol. Si l'État n'est pas propriétaire de son sol, il y a possibilité qu'on lui en dérobe. Et quand vous regardez la loi en vigueur, c'est que nous ici, nous les Congolais, nous sommes de l'État, parce que nous sommes une partie de l'État. De ce point de vue, nous louons à l'État les espaces terriens pendant 25 ans. Ainsi, d'après la loi, si vous ne mettez pas en valeur votre terre pendant autant d'années, l'État peut s'en donner, peut se procurer la possibilité de le récupérer. Ça permet, bien entendu, de nous éviter les cas de Léopold II qui disait qu'il a trouvé des terres vacantes. C'est-à-dire des terres sans maître, sans propriété. L'État doit être les derniers et les premiers propriétaires des terres. Si on accorde 99 ans à une personne de détenir un espace terrien, c'est-à-dire 99 ans, c'est un siècle. Et si, imaginez, avec l'infiltration et les envies, je dirais, diaboliques des puissances, notamment pour faire l'agriculture, la Chine a un sérieux problème d'espace pour l'agriculture. Elle pense, bien entendu, faire la culture d'outre-mer, c'est-à-dire conquérir des territoires ou acheter des territoires dans d'autres pays pour exercer l'agriculture. Si un jour la Chine arrivait à acheter les 1/2 de notre territoire national et que la Chine a exercé l'agriculture pendant 99 ans, pendant un siècle, c'est notre avenir à moi et à vous qui est mis en déroute. Voyez-vous, je pense que c'est une loi diabolique, une loi tellement diabolique qui vise à exproprier les Congolais de leurs droits sur leur sol. Parce que l'État garantit, c'est seul l'État qui garantit au peuple les droits sur leur territoire. L'État est la plus grande administration qui assure l'équité, qui assure la survie de la population, qui assure la justice. Et si les individus doivent devenir des propriétaires pendant 19 ans, pendant 99 ans, même les étrangers peuvent devenir des propriétaires. Si les Canadiens, parce qu'ils ont l'argent et qu'ils peuvent acheter un tiers de notre territoire, la loi leur donne l'autorisation. C'est-à-dire nous serons des esclaves dans notre propre territoire. Nous serons des esclaves dans notre pays. Je pense que c'est une loi liberticide et c'est une loi qui viole non seulement les intérêts du peuple congolais, mais aussi notre dignité. Une deuxième chose, j'apprends que d'après cette loi, ce sont les autorités, les chefs coutumiers, qui doivent signer les actes de propriété. Mais alors qu'il y a un sérieux problème, il y a une bouillabaisse dans ce secteur de chefs coutumiers qui ne dit pas son nom. Vous allez à l'Est, les Congolais de chefs coutumiers, Congolais sont tués, remplacés par des Tutsis rwandais. Maintenant, dans des espaces comme ceux-là, si ce sont des Rwandais qui accordent les contrats de propriété à leurs frères rwandais, la conséquence c'est que nous aurons une partie des territoires cédés entre les mains des Rwandais de manière légale. Parce que ça ne sera pas de manière irrégulière ou illégale, ça sera de manière légale. C'est-à-dire un chef coutumier rwandais qui a été intronisé en République démocratique du Congo, qui fait des contrats de propriété accordant des terres aux Rwandais, alors ils seront des propriétaires de plein droit. Ils auront le droit de revendiquer leur espace sur notre territoire. Je pense que dans tout ça, à la limite, je pense que le ministre Molendo Sakombi est en train de vendre les pays de manière maligne au Rwanda, à l'Ouganda et à toutes ces forces qui ont toujours envie de balkaniser le Congo. Cette loi est une balkanisation de la République démocratique du Congo, mais de manière légale, de manière légitime,
Et de manière institutionnelle, nous ne pouvons pas nous permettre qu'une telle bêtise passe. On va tout faire pour la bloquer parce qu'on ne peut pas nous exproprier notre territoire de manière maligne et de manière aussi subtile avec une loi diabolique qui ne dit pas son nom. Voilà, on va tout faire en tout cas pour ne pas faire valider cette loi parce qu'elle a des intentions en tout cas démoniaques pour la République démocratique du Congo. Nous tendons à la fin, héritier. Rapidement, si on peut parler du ministère des Transports. Oui. Qu'est-ce qui se passe entre Chéribin Okende, ministre sortant, et son vice-ministre, qui est l'actuel ministre intérimaire, Kila? D'abord, je note qu'il y a une sorte de campagne d'intox, comme toujours, Moïse Katumbi en a l'habitude. Moïse Katumbi, c'est l'acteur de la victimisation. Bon, ça, c'est une parenthèse. Avant-hier, je suis revenu à la maison. Je vis un de mes petits qui rentrait de l'hôpital. Il dit, je viens d'être piqué de la piqûre. En fait, quand il a dit ça, aussitôt, j'ai sursauté. En fait, j'ai pensé à moi. Être piqué de la piqûre. Piqué, oui, parce qu'il a été piqué. On l'a fait un prélèvement. Il fallait faire un examen. Et il rentre, il dit à ses frères et sœurs, je viens d'être piqué par la piqûre. Du coup, j'ai pensé à Moïse Katumbi. J'ai dit, ah, donc, mon petit de 10 ans a la même réflexion que Moïse Katumbi. Parce que, quand on réfléchit, chacun réfléchit dans sa langue. Par exemple, je suis en train de réfléchir d'abord à Lingala, parce que c'est la première langue que j'ai apprise. Et après, je suis en train de faire une traduction littérale en français. Non, mais il parle une langue qui avoisine le français. Je ne sais pas, il parle quelle langue. Il parle très mal l'anglais et le français chaotique. Et je vis son professeur de français, Pichi Banda, que je salue, je l'aime beaucoup, le vieux Pichi Banda. Il passe à la télé parce que je sais que Moïse lui a donné quelque chose. Il dit, Moïse Katumbi, c'est mon élève. Je l'ai enseigné en 4e, 5e et 6e. Vous savez, lorsque vous avez enseigné un élève idiot, vous avez honte même de vous vanter de l'avoir enseigné. Ce qui m'a étonné, Pichi Banda est en train de se vanter d'avoir enseigné Moïse Katumbi. Et puis, de surcroît, son professeur de français. Il doit avoir honte d'avoir enseigné un élève de cette manière. C'est grave. C'est très grave. Mais bon, avec l'argent, ici au Congo, les gens s'accrochent parce que vous avez l'argent, même quand vous êtes idiot et tout ça. Bon, ça c'est une parenthèse. Aussi, je me rends compte que Moïse est pire que Kabila. Pire que Kabila. Pourquoi? Kabila est venu dans ces pays, il avait l'envie de faire les commerces, comme Léopold D. Mais qu'est-ce que Kabila fait? Il a commencé par épouser une Congolaise pour infiltrer davantage le Congo. Il s'est imposé une maman adoptive. Akuma maman nanga, maman Sifa. Il s'est imposé un papa, Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui lui est congolais. Mais curieusement, Moïse, pour montrer qu'il est pire que Kabila, Moïse n'a pas de considération pour les Congolais. Il s'est marié à une Ougandaise. Il ne trouve même pas un père adoptif congolais, encore moins une mère adoptive congolaise. C'est-à-dire, Moïse n'a aucune considération pour les Congolais. Tout ce qu'il sait faire, c'est prendre des Congolais et les abrutir, les rendre des esclaves, comme les Kamitatu et les autres. Moïse Katumbi va rencontrer Christophe Lutundula à l'hôpital. C'est cynique, hein? Ils vont rencontrer un malade. Ils demandent à Christophe Lutundula, prenez une photo. Ils prennent une photo avec Lutundula. Il les balance sur les réseaux sociaux. Comme quoi nous sommes allés lui sauver alors qu'il voulait mourir. Vous prenez une photo de quelqu'un qui se trouve dans un état de maladie. Vous prenez une photo, vous l'en faites un objet de chantage au moment où il vous quitte. Il vient te voir, il te demande ta photo bisonayo. Tu acceptes, tu prends une photo, tu te photographies avec lui, il s'en sert à un moment ou l'autre. Non, tu m'as quitté, d'ailleurs c'est moi qui ai payé ton lit à l'hôpital, tu allais mourir. Donc, il se sert de la maladie de quelqu'un comme un objet de chantage politique. Bon, ça c'est une parenthèse. Je ne veux pas perdre mon temps sur ces messieurs qui a, voilà, une vie assez compliquée, des origines compliquées. Sur la question, je note qu'il y a une campagne de détox tout simplement. Parce que les agents, ça c'est Georges Kapiamba qui l'a dit, les conseillers laissés par Chéribin Okende, les membres du cabinet. Les cabinets continuent de travailler avec le ministre intérimaire Ekila, dans la quiétude et dans le calme. Mais on aurait appris sans anicroche. Ils ont été non, s'il vous plaît. Ce sont des gens qui ne connaissent pas, qui ne connaissent rien. Ce sont des abrutis. En matière de l'organisation d'un cabinet ministériel, il n'existe pas une nomination où on écrit cellule de communication. Ça n'existe pas.
Il n'y a aucun arrêté qui désigne la cellule de communication. La cellule de communication, c'est un organe privé qu'un ministre peut venir avec et partir avec. Il faut pas attendre. Dans le cabinet, il y a cellule de communication. Ça n'existe pas. Ce sont les membres des cabinets. C'est les directeurs des cabinets, les DIRCABA, évidemment, les conseillers en matière de finances, les conseillers avec... La cellule de communication n'existe pas dans un arrêté ministériel. Si Chéribé Okende était venu avec sa cellule de communication et que le ministre est qui arrive, il peut aussi venir avec sa cellule de communication, qui du reste ne relève pas de la loi. Parce que dans la loi, on parle de l'arrêté. Et l'arrêté nomme les membres des cabinets. Ces membres des cabinets, et qu'il n'a pas le droit de les toucher. Mais s'il y a des gens qui ne figurent pas dans l'arrêté, qui relèvent du domaine privé du ministre, qui était venu avec le ministre, et qu'il a la possibilité de choisir aussi ses membres du cabinet. Donc, il n'a violé aucun texte, mais je vois des abrutis de Moïse Katumbi qui relayent en boucle. Non, il chasse à la sorcière, chasse à la sorcière. Je comprends qu'ils ne connaissent pas la loi, ils ne connaissent pas comment est organisé un cabinet. Donc, il n'existe pas dans l'arrêté ministériel une branche appelée cellule de communication. Ça n'existe pas. C'est une structure privée que tout ministre peut créer et peut, bien entendu, anéantir au moment où il n'en a plus besoin. Très bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Yeba TV et de partager nos émissions. C'est vraiment pour vous la meilleure façon de nous soutenir, héritiers. Les mots de la fin pour clôturer cette émission. Mais n'oublions pas que nous sommes en période de... Il y a des élections. Dans une année électorale. D'abord, je commence par saluer l'engagement du gouvernement de la République. C'est pour la première fois que le Congo sera doté d'une industrie militaire avec la loi de la programmation militaire. Les gens ne en parlaient pas beaucoup. Cette loi prévoit que nous aurons d'ici là, ce sont les objectifs, que nous ayons 500 000 militaires, que nous aurons des réservistes de l'armée, comme c'est un peu en Russie, où nous aurons une armée de contrats. C'est-à-dire quoi? On pourrait appeler des chercheurs, des universitaires, parce que notre armée n'attire pas des chercheurs. Il n'y a pas de professeurs à l'armée. Aucun professeur ne prendrait ce risque d'aller à l'armée. Parce qu'ils ne gagneraient rien. Mais avec cette réforme, on a la possibilité de signer des contrats, de faire signer des contrats aux scientifiques. Parce que ce sont des scientifiques qui créent l'industrie militaire. Maintenant, la Russie est en guerre avec l'Ukraine. Poutine a demandé à l'industrie militaire russe de fabriquer beaucoup de chars. Il a demandé qu'ils accélèrent la fabrication des chars. Parce qu'il a appris, parce qu'il sait que l'Allemagne vient de doter aux Ukrainiens un système de missiles et ainsi de suite. Voyez-vous? C'est-à-dire que l'industrie militaire, pour frapper, il faut être fort, il faut être organisé. Pour être organisé, il faut avoir des équipements. Il faut avoir des militaires formés. La capacité opérationnelle et tout ça, ça demande du génie, de la préparation. Avant, on n'en avait pas. Félix, avec la loi de programmation, on a la possibilité d'avoir une industrie militaire qui va non seulement terrasser les petits Rwanda, et les petits Ouganda et les Congo-Brazzaville, mais une industrie militaire qui va terrasser l'Afrique centrale et toute l'Afrique pour ainsi redorer les blasons ternis du Grand Congo, comme c'est fait le cas avec le maréchal Mobutu lors d'Isaïr. Un message pour les électeurs congolais. Pour les électeurs congolais, participer à la gestion de la République démocratique du Congo, c'est un droit. C'est un choix, c'est une option. Si vous décidez de ne pas participer dans les décisions qui sous-tendent votre avenir, alors vous avez décidé de jeter et de foutre en l'air votre avenir. Je pense que vous êtes un peuple, et je sais que vous êtes un peuple mature, alors prenez votre destin en main, participez au processus électoral. Et je demande aussi à nos frères qui sont au niveau de la Tchangou de le faire derrière un homme qui est en train d'incarner non seulement notre combat à nous tous, mais aussi nos aspirations de diriger ce pays. Lui, c'est Trésor Kandolo. Donc, toute la Tchangou, vraiment, c'est un homme la Tchangou. Attention, dans les choix... C'est un couronnement d'un combat de longue haleine. Dans les choix des personnes qui doivent diriger un pays, il faut qu'il y ait d'abord des critères. Absolument. Une personne qui aime son pays, qui travaille pour l'intérêt du pays. Et puis qui a du contenu. Oui, surtout ça. Vous te faites ça là. Surtout ça. Comment vous prenez un chégué? Un chégué. Azaïko liya mikate na balabala. Agome la bangi na balabala. Comme c'est député national. Vraiment. Pourquoi on met la bangi na sima bandieteux à parler du peuple? Non, il faut prendre des gens qui ont des idées. La politique est l'art des savants.
des génies, des philosophes, des gens qui proposent les solutions dans les problèmes de la société. Mais Moutou fait ça là. Oh, Trésor Kandolo Moutou fait ça là, Bongo fait ça là, moyen boye bien. Ah oui. Faites le bilan, mesdames et messieurs, avant de voter. Il y a ceux-là qui ont travaillé déjà pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'intérêt de la nation? C'est important de faire ce bilan avant de pouvoir faire les choix. Je vous demande vraiment d'être éveillé parce que le choix du candidat, c'est un choix pour l'avenir de notre pays. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous disons que la RDC, c'est notre dénominateur commun et défendre les intérêts de la République, c'est un devoir patriotique. Bye. Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.